Olá, boa tarde a todos e Bonjour todas. à toutes et à tous qui nous suivent ici au Brésil. Bonsoir à ceux qui sont en France. Je dis bonjour aux composants de cette table et au public participant. On commence encore une activité du cycle de conférences citoyenneté hybride dans le monde post-pandémie, une réalisation de l'Alliance française de Belo Horizonte et de l'association Internet sans frontières Brésil. Partie du programme Novembre numérique, Festival du numérique de l'Institut français et du réseau culturel français. On va commencer dans quelques secondes la discussion de la table espace de l'école, droit, liberté d'expression et didactique technologique. On va commencer avec les expositions des invités pour la table et on aura un espace après pour les participants pour qu'ils puissent faire des questions dirigées aux invités. Dans le but de mettre en cadre et d'introduire la parole des invités de cette table, je voudrais vous donner quelques informations, quelques données sur l'éducation au Brésil dans les dernières 2 années, des années difficiles, des années pandémiques. Je m'appelle Fabricio Lacerda, je travaille dans le réseau de l'État de Minas Gerais, le réseau public dans la ville de Belo Horizonte. Pendant cette période de 2 ans, on a eu plusieurs choses qui se sont passées ici au Brésil. Je vais vous placer donc dans ce contexte. Je vais vous rappeler à ceux qui sont là et à ceux qui n'habitent pas au Brésil, savoir ce qui se passe pendant ce temps-là. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré le COVID-19 comme une pandémie. On a pu accompagner tout cela. Encore en mars 2020, la plupart des écoles au Brésil ont été fermées pour éviter le contagion. Après, plusieurs États et municipalités dans des écoles publiques et privées du pays, on a adopté des mesures pour l'enseignement à distance. On a une diversité grande d'initiatives. O INEP, Instituto Nacional de Et Estudos, l'INEP, l'Institut national d'études et de recherche à Anísio Teixeira, a fait à la fin 2020, au début 2021, il a réalisé une enquête qui s'appelait Réponse nationale à la pandémie de COVID-19 au Brésil, dans le but d'avoir quelques informations, comprendre un peu mieux comment se sont développées les stratégies pour avoir affaire à ce grand problème de la pandémie au Brésil. Cette enquête, elle a été réalisée au début 2021, entre février et mars, et a été diffusée en juillet de cette année. Donc, je voudrais présenter quelques données que cette enquête nous a fournies. Ça va nous aider à comprendre un peu plus ce cadre de l'éducation pendant l'année 2020-2021. Selon cette enquête, 99,3%, presque la totalité des écoles, ont suspendu les activités en présentiel. Et la moyenne au Brésil en 2020 a été de 179 jours de suspension d'activités présentielles. Là, on considère les écoles privées et les publiques. La communication directe entre les étudiants et les professeurs à travers les mails, le téléphone, les réseaux sociaux ont été les stratégies les plus adoptées pour garder le contact et offrir un soutien technologique auprès des étudiants. Lorsqu'on parle de stratégies et des outils pour développer les activités d'enseignement et d'apprentissage, rendre disponible le matériel imprimé pour être cherché à l'école était une des mesures les plus utilisées, bien sûr, avec d'autres stratégies comme des cours synchrones, le matériel sur Internet, podcast, vidéo, ou accueil virtuel ou présentiel en échelle pour les élèves. Ce sont les données de l'enquête présentée par l'INEP en juillet de cette année. Donc, tendo trazido aí bem breve. tracer ce panorama, brièvement quelques données, quelques informations qui vont nous aider à comprendre le contexte de la pandémie et de l'éducation au Brésil. On va donc commencer en fait notre table, notre échange avec la chercheuse Laïs Kurtz.
Elle va analyser les propositions législatives d'inclusion digitale numérique d'enseignement à distance déclenchées par la pandémie de COVID-19. Elle est chercheuse et coordinatrice de recherche dans l'Institut de référence à Internet et Société. Elle suit un doctorat en droit à l'UFMG. Elle a un master par l'Université de Santa Catarina en droit. Elle est avocate par l'Université de Santa Maria et chercheuse en thème de la société informationnelle sous la perspective du droit depuis l'année 2010. Salut Laïs, bienvenue. Je vous passe la parole. Tudo bem? Bom, eu queria primeiro agradecer. Bonjour, ça va. Je voudrais remercier l'invitation d'abord, Jacqueline, qui participe d'Internet sans frontières. Je suis vraiment très contente d'être ici à partager ce panel avec vous, avec les autres participants, les autres panélistes. Donc, je voudrais vous mettre en contexte ma parole, mon exposition qui est cernée par une enquête qu'on a faite au sein de l'IRIS dans le projet d'inclusion digitale numérique. À l'IRIS, on fait des enquêtes rapportées à plusieurs thèmes comme le droit usager des Internet et comment l'Internet se rapporte à la société. Et un de ces projets que nous développons depuis longtemps, c'est un projet de l'inclusion numérique. Il a commencé avec le développement d'un glossaire d'inclusion numérique. Il y a quelque temps déjà, il a sorti. Puis après, les politiques publiques d'inclusion numérique au Brésil pour faire une cartographie de notre réalité brésilienne avec des politiques qui sont déjà encouragées depuis quelque temps et comment elles fonctionnent actuellement. Et après tout cela, dans cette dernière étude que nous avons faite, qui a pu un peu clore ce projet temporairement, nous avons eu l'idée de faire une cartographie de la situation face à la pandémie, parce qu'on a commencé à structurer cette dernière étude quand la pandémie se passait et on s'est aperçu que le sujet le plus important, le thème plus important par rapport aux politiques publiques d'inclusion numérique était l'éducation, parce qu'elles étaient rapportées aux premiers efforts de prendre des mesures politiques pour mettre en place ces objectifs. Tout a été interrompu en grande mesure, plusieurs parties. Les professeurs n'étaient pas préparés, les professeurs ils ne comptaient pas sur cette migration pour ce format. Donc, l'inclusion numérique a été un sujet très important dans ce cadre. Pendant la pandémie, il y a eu une urgence et des questions, des entraves aussi pour l'inclusion numérique dans l'éducation qui suggèrent quelques autres entraves qui existaient déjà avant la pandémie. C'était une des questions qu'on a pu pointer dans cette étude sur les politiques qui existaient déjà avant la pandémie. Elles étaient déjà cernées d'une discontinuité dans le domaine de l'éducation. Donc, il y a plusieurs programmes du gouvernement. On n'a pas fait la cartographie du gouvernement fédéral, mais il y avait des projets déjà qui commençaient avec le contact des élèves avec l'Internet dans les établissements d'enseignement depuis 1997 et qui avancent toujours dans cette perspective d'inclusion numérique dans le sens de donner accès aux personnes et les apprendre à utiliser un peu l'Internet avec ce matériel et plusieurs politiques qui ont été interrompues. Plusieurs politiques qui n'ont pas été continues et pendant tout ce contexte, nous nous sommes demandé si face à tous ces défis, cette nécessité que la pandémie nous a apportée, ce besoin d'avoir des politiques plus coordonnées, s'il y avait une proposition qui avait déjà été faite et comment ça a été pensé dans le gouvernement. Les politiques, elles ont besoin d'abordages plus continus. Donc, on a cherché auprès du législatif pour voir ce qu'ils discutaient, qu'est-ce qu'ils proposaient et qu'est-ce qu'ils voudraient avec ces politiques. Parce que malgré les discontinuités, on peut reconnaître que les politiques d'inclusion numérique dans l'éducation, elles sont très importantes, aussi bien pour l'accès aux droits des personnes, parce que l'éducation est où on fait la formation des citoyens. Comme l'accès à l'Internet aujourd'hui est une façon d'accéder à d'autres droits, l'inclusion numérique dans l'éducation est une autre façon d'inclusion de la citoyenneté. Donc, en analysant, nous avons fait face à une difficulté
il faut parler de la réalité de l'étude pour comprendre comment les choses sont structurées ici au Brésil. La première difficulté, c'était de trouver des données, des politiques, comment elles se passaient, comment elles fonctionnaient dans le ministère de l'Éducation et le secrétariat du service d'information aux citoyens. On n'a pas eu de données sur le programme qui était en vigueur pendant la pandémie et comment il se passait pour appuyer les institutions d'enseignement au Brésil par rapport à cette question spécifique d'inclusion numérique. Nous connaissions déjà le programme Éducation connectée, qui est un programme très important que le gouvernement cite comme un des principaux programmes fédéral d'appui à plusieurs écoles. Et les données qu'on obtenait, ils étaient très disperses, ils étaient très éparpillés. Les données étaient disponibles à travers les écoles ou un montant global qui a été destiné. Il n'y a pas un suivi plus matériel disponible, au moins dans les chaînes informationnelles traditionnelles du gouvernement. On a fait cette enquête à la fin de 2020 et pendant le premier semestre 2021. Donc, on a commencé à analyser les propositions du législatif sur cette inclusion numérique pour voir ce qui était proposé pendant cette période de pandémie face à cette nécessité d'avoir des écoles connectées, des étudiants connectés avec un grand nombre de personnes au Brésil sans accès à l'Internet. Plusieurs écoles sans un personnel et matériel adéquat pour avoir de cours à distance de façon à pouvoir utiliser toutes ces ressources là. Donc, je vais vous passer quelques données. 65 actes législatifs sur l'inclusion numérique dans l'éducation proposés pendant cette période de 2020 et le premier semestre de 2021. On a pu faire un tri dans notre enquête, dans notre recherche. Entre janvier et juillet, on a cherché tout ce qui était un manque de pouvoir législatif au Brésil. De ces 65 actes du législatif, 51 concernaient l'accès aux technologies de l'information et de communication aux étudiants. Donc, le grand cible, pour la plupart des propositions était l'accès matériel à l'Internet. Donc, on voit déjà une superficialité de ces propositions. Elles ne cherchent pas à définir dans la plupart des projets ce qui serait l'inclusion numérique. Il n'y a même pas la mention de ces termes, même s'ils sont très rapportés à ces thèmes. 51 disaient concerner l'accès aux technologies de la part des étudiants et 9 parlaient de littératie et alphabétisation numérique de ces étudiants. Donc, il y avait un relief très fort sur ces matériels, tandis que la mise en capacité est un souci de comment ça pourrait se passer, comment ça pourrait être profité pour l'accès à tous les autres droits, pour un apprentissage signifiant, parce que cet apprentissage, il demande une capacité spécifique, était un souci secondaire dans ces propositions que nous avons pu noter. Pendant tout cela, un autre pôle de ce rapport entre l'enseignement et l'apprentissage, qui était le professeur, on a localisé que 29 propositions législatives qui parlaient d'accès aux technologies et communications de la part des professeurs. Et la mise en capacité, littératie, seulement 6. Donc, il y avait une cible sur les élèves et l'accès des étudiants et pas trop sur le professeur. Encore une donnée importante est que nous avons partagé ce projet entre 4 catégories. La catégorie accès au droit, proposition législative qui devenait l'accès numérique, inclusion numérique comme un droit. Nous avons trouvé 6 propositions de concession pour que l'enseignement soit fait à distance. Il n'y avait que 5, tandis que la mise en capacité de l'utilisation de ces technologies n'était présente qu'en 6. Et les propositions de tournant économique, l'achat des équipements pour accéder à l'Internet gratuit, des encouragements fiscaux. Et il y avait 51 de 65 propositions qui parlaient de cet accès. Donc, il y a un contraste très grand entre les soucis avec les mises en capacité et l'accès initial.
Encore un point très important et que 10 de ces propositions étaient des propositions qui prévoyaient utiliser le fonds d'universalisation du service de communication qui était un sujet très présent pendant toute cette période de la pandémie parce qu'il n'y avait qu'une de ces propositions qui a été approuvée par le législatif pendant la pandémie, qui était le projet de loi 3467, qui est devenu une loi ordinaire. La loi ordinaire, la loi ordinaire 14172. Pendant la tramitation de cette loi, il y a eu beaucoup d'entraves parce qu'elle a mis du temps à être approuvée. Elle prévoyait d'abord destiner le fonds à l'accès d'Internet par étudiant dans toutes les écoles du Brésil. Après, il a été redessiné pour diriger le montant au enregistrement unique aux communautés quilombolas et au lycée. Et pensant toujours à la réduction d'un budget, il y a eu toute une entrave parce qu'il existait une question sur l'utilisation de ce fonds pour l'inclusion numérique ou non, parce qu'il est un fonds qui est disputé à plusieurs finalités et il a été très peu utilisé dans notre histoire. C'est un projet qui a été approuvé finalement après beaucoup de dialogues de pression du tiers secteur, qui était une mesure plus en vogue pour rendre compte de quelques entraves dans l'éducation pendant la pandémie. Vem veto Il presidencial. y a eu un veto présidentiel de l'utilisation du fonds pour cela. La loi a été donc, elle n'était pas en vigueur. Et puis après, le législatif a pu faire tomber le veto. Et après, une mesure provisoire du pouvoir exécutif pour que le délai d'utilisation de ce fonds et aussi la façon comment il pourrait être distribué soit distribué par l'exécutif et pas comme le législatif avait approuvé. Donc, ça vient montrer une discoordination entre les organismes de pouvoir du sein fédéral, l'exécutif, le législatif. Ils ne sont pas coordonnés pour travailler cette question de l'inclusion numérique dans l'éducation. C'est un sujet encore avec beaucoup de disputes parce que l'exécutif et le législatif ne sont pas d'accord selon la forme de concevoir l'inclusion numérique dans l'éducation, à quoi elle doit servir, quels sont ses buts dans les institutions d'enseignement, quels objectifs doivent être ciblés par les politiques publiques. Si on doit penser une inclusion numérique plus coordonnée dans l'échelle fédérale ou une politique plus grande d'accès, et très peu être discuté sur la mise en capacité. Il y a donc une vision très superficielle, discontinue, parce qu'il y a des politiques qui réfléchissent sur la mise en capacité, mais de façon très discontinue. Donc là, c'est un portrait que nous avons pu faire de toutes ces initiatives et toutes les autres propositions législatives que nous avons pu repérer jusqu'à septembre 2021, elle n'avait pas avancé. La seule qui a pu avancer n'a pas été en vigueur et est sans efficace. Et maintenant, cette semaine, on a approuvé encore une mesure provisoire pour chercher l'Internet mobile pour les étudiants du CAD, de l'enregistrement unique, après presque 2 années de pandémie et plusieurs entraves aux étudiants pour que les étudiants aient accès au contenu de cours, pour que les professeurs puissent conduire les activités, pour que les institutions d'enseignement puissent encore continuer à fonctionner avec l'appui des technologies. En conclusion, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut étudier encore ces disputes dans le métier de l'éducation et approuver plus de mesures pour que ces choses-là puissent opérer vraiment. Dans le scénario actuel, il n'y a pas de syntonie entre le gouvernement, les sphères de gouvernement et entre le pouvoir qui travaille avec ces politiques-là. Là, je suis à disposition au débat après pour faire une brève explanation des résultats de nos recherches, un peu de quantité. Il y a plus de détails sur le projet que nous avons mis en cartographie. Si vous voulez de détails, je suis là tout à fait disponible.
Excelente, Laís, muito esclarecedora a sua fala, né? Traz aí informações Vous avez concretas. bien éclairci, il y a des informations très concrètes à propos de cette perspective de l'inclusion numérique comme un droit des actions législatives de la partie de l'exécutif pour que cela marche. Moi, je suis professeur, je suis au bout à l'école. On sait que les choses font beaucoup de sens. Les choses que vous parlez là, elles ont beaucoup de sens. Mais quand on peut analyser une recherche faite méthodiquement, c'est beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup de votre contribution. On va discuter dans un second moment du débat. Donc, on avait un programme prévu avec la participation du professeur Regina Helena, mais malheureusement, elle a eu un malaise. Elle ne pourra pas participer donc de notre table. On demande nos excuses aux participants et on souhaite les meilleures santé à professeur Hélène. J'ai été étudiant de professeur Hélène en 2005 à l'Université fédérale de Minas Gerais. J'ai travaillé avec elle pendant quelques années et nous nous sommes rapprochés. Récemment, on a travaillé ensemble en 2005 dans un projet de réseau d'inclusion et littératie numérique. Et depuis ce moment-là, en 2005, même avant, elle abordait déjà cette question de la littératie numérique comme un objet de recherche et comme un groupe de travail aussi. Depuis 2005, donc, je suis un peu ce travail et quelques discussions qu'elle propose. Et en fonction de l'absence du professeur Hélène, de la prof Hélène ici, j'ai pris quelques éléments ici très ponctuels de quelques idées qu'elle présente tout au long de ce thème pour qu'on puisse aussi ajouter à notre débat et ne pas perdre complètement cette discussion à cause de son absence. En consonance avec ce que Laïs vient de nous dire, Hélène, elle nous propose cette perspective de souci avec ces grandes difficultés d'égalité aux accès aux dispositifs, aux connexions, mais aussi, comme Laïs a dit, Hélène, elle va regarder un peu plus à ce qui concerne la littératie numérique. Laïs, elle nous montre une perspective de très peu d'initiatives pour penser la formation des professeurs, la formation des étudiants, pour faire face à cette période de la pandémie. Et ce thème-là, il est très présent avec la prof Hélène. Dans ce contexte-là, elle attire l'attention pour développer auprès des écoles, parce que je dis la école, elle va parler aussi d'autres espaces d'exercice de conditions sociales et de citoyenneté. Elle va nous attirer l'attention pour le développement des habiletés et des compétences numériques pour que le processus éducatif puisse être bénéficié de ces opportunités que le numérique va nous offrir. Pendant cette pandémie, de façon très claire, ces problèmes de la difficulté d'accès à la littératie numérique, elles s'ouvrent et émergent plusieurs inégalités numériques, comme Hélène s'appelle, et d'efforts de cognition. Parmi ces habiletés qu'elle considère importantes pour travailler dans l'univers numérique, j'ai pris ici un discours qu'elle a fait il y a très peu de temps, quelques habiletés. Outre l'accès aux moyens numériques à partir des équipements et des connexions, il faut que les sujets qui sont autour de ce processus soient capables, puissent maîtriser et développer les habiletés suivantes. La première, habileté opérationnelle et formelle, qui est une habileté rapportée à l'utilisation des équipements, allumer le mobile, éteindre les applications, etc. Qu'est-ce qu'une caméra peut faire ou non? Cette habileté opérationnelle euh, ce qu'elle appelle de compétences numériques ou médiation numérique. Une capacité informative aussi qui est rapportée à l'habilité de pouvoir rechercher et processer l'information en Internet, un autre niveau déjà d'interaction. Elle va parler aussi de l'habilité communicationnelle
qui a un rapport avec l'envoi, le contact, la création des identités visuelles, la compréhension de comment fonctionner avec les plateformes, comment les plateformes fonctionnent et les applications aussi. Il y a une habileté qui est rapportée à l'utilisation des dispositifs numériques pour pouvoir établir des processus de communication effectifs et qu'on puisse en effet rencontrer les personnes que nous voulons, comment nous voulons. Elle va parler de l'habileté stratégique qui a à voir avec la capacité d'utiliser un moyen numérique pour arriver à un but, savoir mobiliser ces mécanismes de processus dans l'univers numérique pour trouver ces objectifs. Ces objectifs, ils peuvent être divers. Ici, nous pouvons parler directement dans l'univers de l'éducation, mais aussi à d'autres perspectives du sujet dans la société. Et elle va parler aussi de l'habilité de création de contenu, qui a la capacité de faire des contributions sur Internet avec un projet, proposition, langage, un texte et design spécifique. Avoir cette habileté développée, c'est-à-dire être capable de dire, de donner son opinion, de produire un contenu sur Internet de façon signifiante. À propos de l'enseignement à distance, Hélène, elle parle, pour finir un peu ce que j'ai pu choisir ici, elle va parler un peu de cette perception qui, d'une certaine manière, est très proche de la perception que j'ai comme professeur, le cours, le matériel, les façons d'interaction qu'on a aperçues dans l'enseignement à distance tout au long de cette pandémie, ils vont, d'une certaine manière, ils vont reproduire ce qui était fait dans le présentiel que d'apporter de nouvelles logiques et des dialogues que le numérique pourrait permettre dans un contexte où on aurait un développement plus adéquat de ses habiletés et de ces connaissances qui, d'une certaine manière, sont importantes pour l'inclusion numérique et la médiation numérique puisse se passer. Comme je vous ai dit, je parlais ici très rapidement des éléments que je vois présents dans le discours de la professeure Hélène et je voudrais vous ajouter donc ici à cette table pour discuter. Et après ce moment-là, on va maintenant écouter un peu la professeure Alexia Padua-Franco sur les possibilités de savoir et de faire développer auprès de l'école, renforcer en tant que noyau d'appropriation critique des technologies digitales, numériques, à travers la formation opérationnelle, informationnelle et communicationnelle des professeurs et des étudiants. Alexia, elle est professeure de la faculté d'éducation de l'Université fédérale d'Uberlândia dans l'État de Minas Gerais au Brésil. Elle est professeure du cours de pédagogie présentielle et à distance dans la méthodologie de l'enseignement de l'histoire et de journalisme dans le domaine de technologie contemporaine de numérisation et communication. Aujourd'hui, elle travaille à Uberlândia dans la post-formation et elle développe de recherches dans le métier de l'enseignement, histoire, culture numérique, technologie numérique, communication, médias, droits de l'homme, matériel didactique, artefacts culturels dans ces interfaces avec les éléments de notre vie sociale. Alexia, bienvenue, je vous passe la parole. Bonjour, bonsoir, indépendant d'où vous êtes. Là, on a une caractéristique de l'espace et du temps dans ce cyberespace, là où nous nous trouvons. Je voudrais commencer pour remercier l'occasion d'être là, en train de réfléchir avec vous, avec Fabricio, avec Laïs, Anna. Dommage que Regina n'est pas là. De réfléchir sur quelque chose qui est si important, qui est l'utilisation pédagogique des technologies numériques dans l'école, dans une perspective démocratique et de libertation, inscrit ainsi dans le matériel de diffusion de l'événement. Je crois qu'il est vraiment très important lorsqu'on parle de cette perspective démocratique et de libertation. Dans la proposition de cette table, on délimite déjà un abordage pédagogique de ces technologies, on délimite déjà un chemin
qu'on a l'intention de suivre et je suis très contente de pouvoir dialoguer sur ce chemin. Et à cause de cela, je voudrais féliciter l'initiative de l'Association Internet sans frontières, de l'Alliance française. Je voudrais féliciter aussi le thème général qui va penser les citoyennetés hybrides dans le monde post-pandémie et le souci d'insérer l'éducation comme un axe de réflexion, tout comme l'environnement et les questions politiques. Il est très important de comprendre comment comprendre cette citoyenneté hybride dans ses multiples dimensions. Mon exposition ici va dialoguer beaucoup et va s'approcher même beaucoup de ce que l'AI nous a montré et de ce que Fabrice a pu synthétiser par rapport aux recherches de la professeure Régine. Je voudrais commencer mon intervention à rappeler un vidéo cours que pendant cette période de pandémie, j'ai pu assister avec mes étudiantes du cours de pédagogie et du doctorat aussi. On a fait pendant cette période une analyse des matériels didactiques produits pour cet enseignement à distance. Et on a pu assister à un vidéocours du programme municipal d'éducation de jeunes et adultes de la ville de Berlinge. Et ce cours-là, il a été véhiculé en mai 2021. Bien sûr, il est encore disponible sur YouTube si vous voulez avoir accès. Ce vidéocours, elle avait le nom Un regard vers le passé, un monde des professions passées, présent et futur. La professeure, elle est là sur le cours et elle enseignait un cours pour enseigner l'écriture à un nombre de professions et elle parle de professions qui ont une tendance à disparaître. Donc, elle associe l'image et la profession qu'elle fait, l'apprentissage de l'écriture. Et une de ces professions sont le professeur et le professeur. L'image qu'elle utilise est une femme professeure qui écrit sur le tableau la lettre A, B, C. Et elle dit qu'il y a des gens qui disent, il y a quelqu'un qui peut dire que la disparition de la profession de professeur est une folie. Il nous semble un mensonge, mais ce n'est pas vrai. Le cours à distance sont de plus en plus utilisés. Ce ne sont pas rares les universités qui utilisent cette technologie. Au fil du temps, les professeurs ont tendance à disparaître. Un seul professeur va faire apprendre aux élèves d'un pays entier, ce qui va générer plus de bénéfices et moins de dépenses aux entreprises de communication. Donc, on peut analyser, on peut voir ici une affirmation. Elle n'a pas fait, à aucun moment, elle n'a pas fait de cette analyse une possibilité. Elle a utilisé cela comme une information dans une conception absolument bancaire et mercadologique de l'éducation. Et elle mettait la technologie comme remplaçant les professeurs afin de transmettre un contenu. Pas remplacer, mais réduisant la nécessité du nombre de professeurs afin de transmettre un contenu. Donc, la cible sur le faire apprendre sans faire la relation entre enseigner et apprendre. À aucun moment, il y avait la possibilité d'avoir d'autres perspectives pédagogiques pour l'utilisation de ressources technologiques auprès des écoles. À ce moment-là, inéluctablement, le professeur irait disparaître parce qu'il ne serait pas nécessaire. C'est un point de vue apocalyptique de l'utilisation des technologies de l'éducation. Beaucoup de professeurs de l'éducation élémentaire vont même s'opposer à cette intégration de technologies numériques dans l'éducation à cause des affirmations comme celle-là. Et à côté, on a des visions technophobes qui disaient qu'utiliser... pardon. Donc, si on veut innover l'école, il faut apporter la technologie à l'école et on va régler tout le problème. Ce sont des conceptions d'enseignement ciblées sur les ressources didactiques
que parfois va interrelationner l'enseignement, l'apprentissage, parfois d'un côté ou de l'autre du processus, et va mettre en second plan la relation du professeur et des étudiants. Elle ne considère pas que la médiation pédagogique, elle entoure plusieurs dimensions, l'abordage pédagogique, la formation des professeurs, les conditions de travail, et entre ces dimensions, l'accès à la technologie est un, mais ce n'est pas le seul et non plus le principal pour pouvoir améliorer la qualité de l'éducation. Et vraiment, je ne vais pas développer cela ici, mais innover, c'est synonyme d'améliorer la qualité. Donc, lorsque je pense en technologie comme innovation ciblée sur l'apprentissage dans cette perspective d'intégration, je réfléchis beaucoup à tout un discours, à tout un récit pédagogique qui est actuel aujourd'hui au Brésil, mais je crois qu'en Europe aussi, parce qu'ici nous lisons les auteurs américains et européens qui parlent sur cela, sur la culture maker dans l'éducation. Donc une proposition pédagogique qui est comme si faire apprendre à utiliser, comme si faire apprendre la technologie pour régler les problèmes d'une certaine créative et personnalité et agile pourrait vraiment régler les problèmes d'éducation. Cette proposition, elle est très liée aussi à quelque chose qui est très fort aujourd'hui dans les propositions d'éducation, non seulement au Brésil, qui est la proposition de l'éducation pour entreprendre et pas pour la citoyenneté, ou cette confusion entre les citoyens et l'entrepreneur. Cette idée donc que tout le monde peut maîtriser la technologie comme si elle était neutre, comme si elle était naturelle pour régler les problèmes et comme ça, on réussirait. Donc, il y a une centralisation dans le pouvoir de l'individu qui, s'il ne peut pas profiter de cette connaissance qui est partagée, cette technologie qui est beaucoup plus amiable, serait un problème à lui de ne pas savoir profiter de ces technologies qui sont offertes. Et bien sûr, ça, c'est très proche du néolibéralisme, va silencier les inégalités sociales. Il va silencier les autres inégalités comme s'il n'y avait pas d'autres options. Et même en dialogue avec la proposition de cette table, je voudrais vous apporter donc une proposition qui est soutenue par des chercheurs du métier d'éducation qui pensent à l'utilisation pédagogique des technologies, qui fait un dialogue avec l'idée de l'école pour être un outil de libertation et non pour former des entrepreneurs, mais une école pour former un citoyen pour comprendre de façon critique le monde où ils vivent et pouvoir se mettre en position socialement et non seulement individuellement. Lorsqu'on pense à cela, il est inéluctable ne pas créer un dialogue avec Paulo Freire. Et c'est qu'il argumente sur les technologies dans les écoles depuis les années 90, dans l'un des derniers de ses écrits, cette année, est le centenaire de Paulo Freire, qui est la pédagogie de l'espoir. Dans cette pédagogie, qui est une rencontre avec la pédagogie de l'opprimé, pardon, Paulo Freire, il écrit à un moment où les technologies numériques ne sont pas si proches de nos relations comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 30 ans après. Mais il nous apporte des réflexions qui sont vraiment très intéressantes pour penser à cette insertion de ces technologies à l'école. Ici, je réfléchis à l'école parce qu'il y a la proposition de ce débat. Qu'est-ce que Freire a écrit en 1992? Dans la perspective progressive, la formation technique, elle est aussi une priorité. Mais à côté, il y en a une autre qui ne peut pas être mise à part. L'ouvrier qui apprend le métier de maçon, de charpentier, il a le droit, le besoin d'apprendre le plus bien possible, mais il a aussi le droit de savoir la raison d'être
de la procédure technique elle-même. Il a le droit de connaître les origines historiques de la technologie et de la prendre comme un objet de curiosité et de réfléchir sur une indiscutable avancée qu'elle implique, mais aussi le risque qu'elle nous expose. Et ce qu'il nous semble fondamental aujourd'hui, que nous soyons maçons, physiciens, pédagogues, etc., c'est l'assumption assommer une position critique, surveillante et interrogante à propos de la technologie. Ne la pas faire en démon, mais ne la pas diviniser non plus. Dans cette perspective, j'ai préparé beaucoup de choses, mais comme j'ai 4 minutes seulement pour finir, après on pourra continuer à discuter. Je crois que dans cette perspective qu'on a besoin de penser l'inclusion des technologies à l'école, non comme un outil neutre, mais au nom d'une innovation de l'entreprise, réduire l'école à la formation d'individus pour mettre le système en fonctionnement, ce n'est pas le chemin pour une formation de libération démocratique en temps de culture digitale ou culture numérique. Il serait important, pour paraphraser Freire, apprendre, oui, à utiliser cette technologie qui serait les compétences opérationnelles que Fabrice a parlé et que moi je mettrai aussi en relief, mais aussi les compétences informationnelles et communicationnelles qui concernent comprendre de façon historique, sociale et critiquement les technologies. Enfin, un peu du côté de ce que Laïs a dit, penser l'inclusion de la culture numérique non seulement comme une inclusion numérique, mais comme une insertion critique et une appropriation autonome dans cette culture numérique qui entoure les technologies numériques. C'est dans cette perspective que je voudrais parler. Il y a des données ici qui montrent comment on ne peut pas penser cette insertion et cette appropriation critique de la culture numérique sans penser d'abord à l'inclusion numérique. Nous avons beaucoup d'étudiants qui sont exclus de l'accès à ces technologies. C'est pour cela qu'il est très important. Il faudrait se déplacer là. Accès aux équipements, même parfois si on a l'équipement, avoir un accès à des connexions de qualité. La pandémie, elle nous a mis en évidence ces données qui étaient déjà connues, mais qui n'étaient pas très évidentes. Et aussi penser, mais outre cela, outre rendre possible cette inclusion numérique, rendre possible aussi, je crois qu'au-delà de la mise en capacité, la mise en capacité parfois, elle est juste à savoir utiliser parfois, mais aussi la formation dans le sens de faire l'école devenir un noyau critique des technologies numériques et des artefacts culturels qu'elles rendent possible de créer et faire circuler. Et donc, c'est-à-dire dénaturaliser ces technologies. L'école, elle a ce rôle important de dénaturaliser ces technologies. Et pour cela, il est très important d'avoir une action conjointe de tous les professionnels de façon transversale dans plusieurs domaines de connaissances. Il ne faut pas penser que cette formation va se donner entraînant les étudiants à un laboratoire d'informatique. Il faut que cela se passe dans la construction de savoir dans tous les domaines de connaissances. Et bien sûr, pour cela, il faut réfléchir à la formation des professeurs et des professeurs. Et pour finir, je pourrais parler ici, je pourrais vous parler plus en détail de ces formations communicationnelles et informationnelles et opérationnelles en apportant quelques chercheurs brésiliens qui nous aident ici à réfléchir. Mais après, on pourrait parler un peu plus sur cela. Et je vais clore. J'ai commencé avec la parole d'une professeure d'un vidéocours et je vais fermer ici avec un extrait de la chanson Un ange dégringolé que Caïtan vient de lancer, que je crois que c'est dans ce contexte que l'école
a besoin d'être ce centre critique de l'utilisation des technologies. Caetano, il chante « Les anges dégringolés du Val du Silice, de ceux qui vivent dans l'ombre en pleine lumière, ils ont dit « va être vertueux dans le vice ». Des écrans, des bleus plus que bleus. Maintenant, mon histoire est un algorithme dense qui vient de vente à vendeur neural. Ils ont créé un nouveau rythme et plus, et plus, et plus. Des anges jamais milliardaires ne commandent que leurs et billions et milliards. Quand on n'est pas dupe, nous écoutons d'autres chansons. Un poste vilain pourrait tuer. Qui pourrait être le salut? Quel nuage s'il n'y a pas d'espace vraiment? Ni oui, ni non. Mais il y a des poèmes comme jamais ou comme un poète a pu rêver dans le temps qu'il y avait avant, autrefois. Je crois que notre fonction de professeur dans le dialogue avec nos étudiants pour penser l'utilisation critique de technologies numériques, nous avons beaucoup d'importance sur cela. Au lieu d'être en disparition, au lieu de technologie, on devient de plus en plus important pour exister et résister. Muito Là, importante. elle a cité une chanson, vraiment, je ne connaissais pas la parole de cette chanson. Merci beaucoup, Alexia, de la contribution. Moi, comme professeur de l'éducation élémentaire, je suis absolument touché, atteint, et je suis sûr que tous ceux qui sont là sont atteints quand on écoute parler d'une éducation transformatrice où le sujet puisse s'approprier de plusieurs éléments du processus et peut rendre compte d'à partir de la manipulation de ces objets, penser à une éducation qui soit vraiment citoyenne et qu'elle soit vraiment en droit. J'ai bien aimé, je trouve vraiment très intéressant et important cette contribution ici à notre échange. On va reprendre ce sujet et reprendre d'autres sujets aussi un peu plus tard. En avançant sur notre programme, on est là au moment d'écouter le discours de Anna Angeli qui va nous parler un peu de la politique du ministère de l'Éducation français sur le programme d'éducation numérique et le défi dans le contexte de l'éducation numérique dans la société. Anna, elle vit en France, elle est coordinatrice pédagogique de l'association d'intégration Police. Elle est enseignante en médiation numérique. Elle fait l'entraînement des maires et de conseillers de ville et est aussi conseillère de villes Internet. Elle a été vice-maire des Prés-Saint-Gervais, responsable de l'éducation et du sujet numérique. Pendant cette période aussi, elle a été vice-présidente du réseau français des villes éducatives. Elle a travaillé dans le réseau Canopé comme gérante du programme École et Internet. Salut Anna, bienvenue. Bonjour à tous, bonsoir pour les Français. Je suis d'abord très heureuse d'être parmi vous et vous remercie de cette invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. En préambule, je vais avant tout vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en France, parce que je pense qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement dans le système éducatif. En tout cas, bon, la France est un tout petit pays à côté du Brésil. Donc, dans ce qui concerne l'éducation nationale, c'est un État assez, voire très centralisé. Donc, tout est régi par le ministère de l'Éducation nationale. Et ensuite, il y a des compétences qui sont dédiées pour les collectivités, c'est-à-dire pour les communes, pour les villes, les villages, qui doivent s'occuper du bon fonctionnement et de l'entretien des bâtiments des écoles pour les enfants de 3 ans à 11 ans. Ensuite, vous avez les départements pour les collèges, entre 11 ans et 15 ans, et ensuite les lycées pour les régions. L'éducation nationale répartie aussi par académie.
Donc, il y a des territoires dont dépend une académie liée au ministère et va se déployer donc, dans tous les territoires France et Outre-mer la politique éducative de l'État. Les choses qui sont proposées là ce soir, c'est justement de bien décrire le partage des compétences et expliquer le système éducatif français et la politique éducative du ministère de l'Éducation nationale. D'abord, moi, je ne suis pas membre de l'Éducation nationale, je vais vous la décrire, mais ce qui est important, c'est de comprendre ce qui s'est passé pendant plusieurs années et ce que, évidemment, puisqu'on l'a abordé avec les précédentes interlocutrices ce soir, c'est bien de réfléchir à ce que nous vivons, nous venons de vivre pratiquement pour ces 2 années et qui a été le révélateur des difficultés, des inégalités à l'école en France et dans le monde, quelles que soient les situations de choix, de décision par rapport à la pandémie, d'ouvrir ou de fermer un certain temps les écoles, d'avoir à organiser en ligne avec le numérique une continuité pédagogique, et ça n'a pas été la même chose dans les pays quels qu'ils soient, mais c'est bien cette période extrême à révéler pour ceux qui suivaient, et notamment les élus que j'ai représentés pendant de nombreuses années, donc dans les différentes associations que vous avez citées tout à l'heure et avec lesquelles je participe encore à de nombreux échanges et de conseils. Ça a révélé cette période de pandémie beaucoup d'inégalités quant à l'accès à la connexion, à une connexion correcte, l'accès à des pratiques qui sont tout d'un coup, violemment évidemment, avec une fermeture des écoles le 16 mars 2020, et ce pour 2 mois, accès à du matériel, mais accès surtout à des compétences. Et quand on dit les problèmes d'accès, c'est que c'est les premiers concernés, les élèves, leurs familles, mais aussi les enseignants. Et à partir de là, on voit que tout ce qu'a révélé cette période, c'était des choses qu'on avait déjà alertées quand j'étais élue. Donc, j'ai été élue 12 années dans une ville de Seine-Saint-Denis, qui est un territoire, un des plus pauvres et des plus jeunes départements de France, aux portes de Paris. Évidemment, quand on est un élu local, on tient compte et on regarde et on étudie et on agit pour pallier à ces inégalités. Et donc, c'est quelque chose que moi et mes collègues, nous avions révélé, écrit, à plusieurs moments dans les échanges, notamment avec différents ministres de l'Éducation nationale. Donc, la question du numérique et du développement du numérique à l'école, c'est évidemment pour répondre à ces inégalités, pour répondre aux enjeux éducatifs, aux enjeux de réussite scolaire. Mais mes collègues élus souvent préféraient dire de réussite éducative, et en fait aussi des enjeux sociétaux. La question de la pandémie, on va y revenir après, toutes les études qui ont permis, vous l'avez énoncé aussi au Brésil, il y a eu énormément d'études d'universitaires qui se sont penchés sur les comportements, sur les évaluations des usages à distance, mais surtout la question des inégalités et de montrer que plusieurs plans, tout au long de l'histoire de ces 20 dernières années, plusieurs plans avaient été proposés par différents gouvernements, des plans numériques, mais que la situation française a fait qu'il n'y a jamais eu de plan national pour permettre le déploiement en même temps du matériel dans toutes les écoles, dans tous les collèges et dans tous les lycées. C'est pour ça que je vous décrivais comment ça fonctionne en France, c'est que les compétences de l'équipement dans une école, ça incombe aux collectivités. Et donc, selon le budget, selon les priorités politiques, les priorités financières, budgétaires,
il y a des écoles qui ont pu être équipées il y a déjà au moins une douzaine, quinzaine d'années, mais d'autres ne le sont pas. Et ce n'est pas une question de taille toujours, puisque plus on est une grande ville, plus on a une diversité sociale dans les quartiers de cette grande ville, et plus on a surtout d'établissements. Donc, une ville qui a plus de 500 écoles a les mêmes problèmes parfois qu'une petite ville qui a peut-être moins d'argent, mais qui a moins d'écoles à équiper. Donc, les inégalités, elles sont territoriales. Et elles sont en fonction, d'une part, où vous avez de la connexion, jusqu'où la connexion, une bonne connexion arrive aux écoles, et comment on va s'emparer de cette question de l'égalité à l'école, puisqu'il y a un programme national, mais pour le numérique, ça n'est plus la même chose. Donc, différents plans se sont penchés en 2000, avant les années 2000. On peut dire qu'il y a un plan qui a vraiment décidé de s'atteler de manière plus efficace. C'est à partir de 2012-2013 et faire entrer le numérique à l'école est devenu quelque chose, enfin, a permis quand même de se poser d'une part les bonnes questions, si on peut dire, et de mettre en avant qu'il fallait d'abord les usages avant le matériel et la formation des enseignants. Donc, ce qui est très important, c'est qu'à partir de ces années-là, on a vraiment mis l'accent sur la formation des enseignants, mais pas suffisamment, bien qu'il y ait eu des formations sur une plateforme en ligne, à travers les filiales de l'éducation nationale Canopé, notamment, mais on sait que la journée des enseignants, la semaine des enseignants est très dense et que cette formation en présentiel était trop restreinte et qu'après d'aller sur une plateforme en ligne, l'enseignant, il a aussi envie de se reposer, il a envie de s'occuper de ses enfants, il a beaucoup de choses à corriger, etc. Et donc, la pandémie a montré que plus d'un gros tiers des enseignants, voire plus de manière selon les territoires, ne savaient absolument pas basculer, évidemment, en hybridation et en formation et en éducation numérique à travers des écrans, que bien souvent ce sont les élèves qui montraient comment fonctionner, mais surtout on a vu que de nombreux enseignants étaient encore à déposer des consignes dans les écoles sur du papier pour permettre à la classe de poursuivre cette soi-disant continuité pédagogique. Donc, je parle des écoles, mais je parle aussi des collèges, c'est-à-dire des préadolescents qui ont connu aussi pendant cette pandémie des problèmes de connexion qu'ils avaient déjà. Alors, il y a une plateforme qui a été développée depuis plus d'une dizaine d'années qui permet d'être une plateforme pour les collèges et les lycées, financée par les collectivités, où il y a cet échange en ligne possible, cette pédagogie de suivi et ces ressources, mais qui ont montré avant la pandémie que c'était sous-utilisé non seulement par les enseignants et par les élèves et par les familles. Donc, tout cela a augmenté. C'est vrai que les données, les évaluations, les études universitaires, comme je le disais, ont permis de voir qu'il y a eu énormément de connexions, alors que tout le monde avait un code, tous les élèves avaient un code, les enseignants, tout le monde devait utiliser ces plateformes. Mais ça a explosé évidemment dès le premier confinement. Quand je dis explosé, c'est que ça a vraiment explosé, c'est-à-dire qu'il y a eu un bug monumental, c'est-à-dire que les gens se sont tous connectés en même temps et donc ça ne marchait plus. Et qu'on s'est retrouvé avec là aussi des difficultés. Alors, les problèmes techniques ont été réparés, mais il y a eu d'énormes difficultés aussi pour travailler. Ce qui est apparu dans les retours aussi, et cette période terrible a révélé donc des grandes difficultés, mais elle a permis aussi d'avancer et elle a permis, avec un plan de relance décidé par le gouvernement actuel, d'avancer plus vite et de mettre les bouchées doubles sur toutes les problématiques et de connexion et de formation et de moyens déployés sur l'accès à la ressource. Donc, la ressource, par exemple, comme il y avait des difficultés de connexion, elle s'est déplacée vers la télévision.
Donc, il y a eu un grand plan de continuité pédagogique à travers ce qu'il y avait dans les ressources en ligne. C'est déployé en émissions de télévision, mais avec les mêmes supports, les personnes qui sont devenues animateurs, des enseignants qui étaient invités, etc. Et il y a eu toute la journée avec l'Omni, par niveau, des accès facilités par la télévision sur la question de la continuité pédagogique. Ce qu'il y a aussi d'important sur les enjeux du numérique, c'est cette inquiétude, évidemment, sur le numérique ne va pas tout régler. L'école et le numérique, c'est surtout Madame avant moi parlait de la question de l'innovation. L'innovation, c'est pas la technique. L'innovation, c'est ce qu'on en fait. C'est la pédagogie, c'est la bienveillance, l'interaction, le travail de groupe, la politique de comment refaire, tester, d'être pas toujours dans les notes, n'est pas d'inquiétude vis-à-vis de l'échec, etc. Et donc, le numérique est un moyen. Le numérique, il y a un intérêt parce qu'il a permis avec la partie ludique de tranquilliser, d'apaiser l'erreur, la marge d'erreur, le fait de recommencer, de pouvoir se corriger, etc. Ce qui est important aussi, c'est que la question de la citoyenneté, la question de la bienveillance, la question qui est apparue encore plus fortement ces dernières années, l'accès aux réseaux sociaux par les plus jeunes. On sait que dans un écolier en fin de cycle, c'est-à-dire entre 9 ans et 11 ans, il a de plus en plus souvent, ça a été une explosion encore plus pendant la pandémie, un smartphone dans les mains, c'est-à-dire qu'il a un objet connecté. Et à l'école, l'enseignant, dans son programme, dans les programmes, il n'a pas toujours le temps de régler cette question. Et donc, on fait toujours dans l'éducation au numérique un peu à la fin dans les traitements des conflits entre les élèves. Au collège, c'est pareil. Et donc, il y a aussi cette attention particulière à la question du cyberharcèlement, la question des risques de l'Internet, même s'il faut approcher les jeunes avec autre chose que la question de la peur et des risques, mais c'est par l'éducation et la formation. Les adultes font aussi beaucoup de bêtises sur Internet et les enseignants sont des adultes. Et les enseignants vont beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, ça a été très compliqué et c'est encore très compliqué de faire la part des choses. Mais donc, il y a eu aussi ces derniers temps une grande inquiétude et un nouveau programme qui est lancé par le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi le ministère de la politique de la ville, sur les questions de médiation entre des adolescents qui se donnent rendez-vous avec les réseaux sociaux, avec toute une série de moyens qui sont les leurs pour faire des bagarres généralisées. Et il y a eu beaucoup de morts, de jeunes qui sont morts dans des risques. Et donc, il y a une attention particulière sur l'éducation par rapport aux réseaux sociaux, l'éducation donc sur la question du respect, du cyberharcèlement, des fake news, de l'éducation aux médias, etc. Tout ça existait. Il y avait déjà des choses, des dispositifs, mais ça s'est amplifié et aussi bien plus problématique dans la période. Nous avons connu 3 confinements, 2 confinements scolaires, un très long, le premier en mars donc 2020, un deuxième à la rentrée octobre 2020, mais qui était sur des demi-groupes et de l'hybridation, donc selon les situations. Et le troisième confinement ne concernait pas les écoles qui étaient maintenues. Mais donc, ce qui a été aussi très problématique, c'est que les enfants qui ont décroché, les enfants qui n'avaient pas du matériel suffisamment ou des familles qui étaient en capacité de les soutenir, de les accompagner, de participer avec eux de manière là aussi totalement nouvelle et imprévue, c'est-à-dire que les enfants consommaient énormément d'écran.
dans tous les quartiers, dans tous les familles, des conditions sociales plus difficiles, où là aussi, en France, on s'est rendu compte que la fermeture des écoles et la suppression du repas du midi a fait que ça a été l'explosion, notamment dans le département où j'étais élue, des banques alimentaires et des besoins de nourriture auprès des associations. Donc, quand l'urgence, c'est de savoir si vous allez pouvoir donner à manger à vos enfants, c'est vrai que l'accompagnement s'est révélé, l'accompagnement scolaire s'est révélé plus problématique. Et donc, la consommation d'écran des enfants a vraiment explosé. Et la situation de dire il faut évidemment former, éduquer, faire des citoyens de demain, comprendre le numérique, comprendre qu'est-ce qui se passe derrière l'écran, c'est absolument essentiel pour s'en détacher aussi. Parce qu'il y a aussi une tendance en France qui doit exister aussi chez vous, qui est de dire « Ah non, les écrans, le numérique à l'école, non, surtout pas. Il faut protéger nos enfants. Il faut… » Alors, je ne vais pas redire que dans la Silicon Valley, il y en a qui travaillent, tout ça, et qui mettent leurs enfants sans écran et tout. Mais il faut justement plus d'éducation, plus de compréhension, plus de citoyenneté numérique dès le plus jeune âge, dès l'âge de raison, pour pouvoir s'en détacher, en tout cas avoir une consommation raisonnée. J'ai plusieurs de mes neveux et nièces qui sont enseignants. Une d'entre elles, il y a 2 semaines, m'a dit qu'elle a demandé, alors c'est des enfants de 9 ans, dans un quartier populaire à Aubervilliers, elle a demandé qu'est-ce qu'ils regardaient en ce moment, et ils ont tous pratiquement majoritairement levé la main en disant Squid Game. Donc, ils sont à 9 ans devant Netflix en train de regarder cette série coréenne qui a fait le tour du monde et qui est extrêmement violente. Donc, il y a cette nécessité absolue, je pense, de s'atteler à cette éducation, à cette formation, pas seulement pour les enfants, pas seulement pour les enseignants, mais aussi pour tous, pour les élus qui doivent aussi mettre en place toutes ces politiques, pour les agents des administrations, pour les familles, pour les animateurs qui, après l'école, peuvent aussi avoir des temps d'éducation avec les enfants dont ils ont la charge. Je ne sais pas combien de minutes il me reste. Je voulais juste terminer, et puis je pense que c'est intéressant plutôt dans la discussion à Ville Internet, donc, et je remercie Florence de m'avoir invitée à cette rencontre. À Ville Internet, nous continuons à travailler cette question de l'éducation au numérique et du numérique pour l'éducation, donc avec des élus qui sont en charge notamment de déployer des nouvelles formes de gouvernance aussi avec le ministère de l'Éducation nationale, avec les familles, voilà, c'est important que tous prennent la mesure de toute façon, le numérique, il est là. On ne peut pas dire je ferme les yeux, j'éteins tout, etc. C'est comment on l'aborde et comment aussi on fait en sorte que chaque enfant, chaque jeune puisse avoir le même accès aux ressources, le même accès au savoir, le même accès au matériel, le même accès à la technique pour choisir ce qu'il en fera après. Et c'est une question qui traite de la question des quartiers très urbains, mais aussi des quartiers très ruraux, des zones très rurales où il y a les mêmes problématiques d'accès à tout cela. Muito obrigado, Ana, por sua fala. Merci beaucoup, Anna, de votre exposition. Elle nous a beaucoup éclairci le modèle brésilien et le modèle français. Elle nous apporte un peu de ce regard, mais elle nous apporte aussi des questions qui s'approchent beaucoup de ce que nous vivons ici, la condition de professeur,
le rapport avec les jeunes qui font face à une ambiance d'information et de communication qui apporte toute une série de vulnérabilités qui vient ouvrir un espace pour les pratiques violentes. Ce sont des questions très intéressantes à réfléchir et discuter ici. On avait accordé de faire ces premiers tours d'exposition et utiliser un peu pour faire quelques considérations à propos de ce qui a apparu. J'ai préparé ici, mais pendant vos expositions, j'ai considéré quelques questions qui sont des provocations plutôt que des questions, mais pour penser un peu. Je ne vais pas diriger à des personnes spécifiques parce que ce sont des questions que d'une certaine manière, dans ce second moment d'exposition, on pourrait aborder. Aujourd'hui, on fait face à un contexte de pandémie qui a généré plusieurs transformations dans le processus d'éducation, dans les écoles, au moins on espère. Laïs, elle nous montre un peu les initiatives du pouvoir public dans une perspective légale pour travailler ces questions et c'est décourageant par rapport au futur d'une certaine manière. Et un peu de ce que je voudrais proposer, c'est d'essayer d'établir dans ce deuxième tour d'exposition une connexion entre ce que nous apercevons en ce moment et ce que nous pouvons attendre dans l'avenir prochain par rapport à l'éducation concernant cela que vous nous avez apporté. Alex aussi, elle veut parler un peu de nouveau lycée, cette technisation du processus et cette transformation de l'école dans un espace de préparation à une culture d'entreprise, un rapport difficile, mais qui apparaît fortement dans le nouveau lycée. Laïs, aussi, à la mesure où on va réfléchir à la législation, comment vous percevez cette perspective d'avenir dans les prochaines années? Et à Anna aussi, Anna, ces expériences françaises, comment elles, d'une certaine façon, peuvent nous aider à réfléchir à propos de l'avenir, les nouveaux enjeux. Au Brésil, on commence à retourner présentiel, à l'enseignement présentiel. Notre période d'éloignement a été beaucoup plus grand que le vôtre. Donc, il est le moment de réfléchir sur celle-là. En plus de cette provocation de réfléchir l'année prochaine, on a encore deux questions. Renate, elle nous apporte la question suivante, dirigée vers Alexia. Si vous voulez noter, Alexia, et répondre, face à ce qui a été exposé, avec tant de propriétés, comment profiter mieux la période de la pandémie pour faire que les familles et les étudiants puissent avancer dans l'enseignement numérique avec plus de créativité et de productivité? Comme je vous avais proposé, comment réfléchir l'avenir et comment faire dans l'avenir? Encore une autre question que je vais laisser ouverte à vous. Le développement de l'enseignement à distance. Quelques cours, surtout de l'enseignement supérieur, sont complètement à distance actuellement. Et Alex, elle nous a un peu parlé de cela. Dans quelques cas, ils peuvent même servir aux intérêts de quelques étudiants qui travaillent ou qui ont beaucoup de temps pour se déplacer. Et d'un autre côté, ils ouvrent une porte à un isolement et une instrumentalisation. Alex nous a un peu parlé de cela. Continuar com uma qualidade do ensino, Quelle serait la aproveitando. mesure juste pour continuer avec la qualité de l'enseignement, profitant les bénéfices de l'enseignement à distance? Un peu de signaux pour réfléchir le futur proche. Je voudrais vous proposer. Nous sommes tous sur écran, on pouvait adopter le même ordre. On va ouvrir l'espace à Laïs, puis après Alex, puis après Anne, et on peut clore après. Donc Laïs, je trouvais très intéressant toutes les expositions. Je voudrais dire que plusieurs choses qu'Alex nous a dit, je réfléchissais. C'est exactement cela. C'était les discussions que j'avais avec mon équipe de recherche. On avait toute question de comment l'enseignement au Brésil est fait de cette forme bancaire. Paulo Freire, il a beaucoup parlé de cela. Et il paraît que la situation, elle, ne change pas beaucoup. Il y a beaucoup de résistance à changer cette situation, de penser les technologies comme neutres, ou penser que l'éducation, elle doit servir à l'entreprise.
l'éducation à distance à quelque chose qui va servir à un marché d'éducation et non à une fonction d'élever les personnes, un droit à l'éducation, mais comme un produit que vous acquérez. Et je réfléchis beaucoup à cette question de la dénaturalisation des technologies. J'ai pu aussi réfléchir à la technologie dans ces politiques d'inclusion numérique avec l'école, parce que la plupart des propositions qui sont faites, on peut remarquer qu'elles sont tournées vers l'école, comme le seul espace qui va recevoir de fonds, des équipements, sans réfléchir à une intégration entre tout le reste de la vie des personnes qui sont dans ce processus d'apprentissage, d'enseignement, et qui se rapportent aussi avec toute cette formation qu'elles auraient dû avoir pour ces technologies, pour ne pas utiliser d'une mauvaise façon, qui va la mettre plus en risque, plus vulnérable, qui va faire qu'elle devienne aussi un produit, par exemple, comme les données personnelles, etc. Vous ne pouvez pas vous apercevoir de la façon comme elles sont utilisées. Donc, cette cible sur l'école, c'est un des points critiques parce que la plupart des propositions que les législatifs font aujourd'hui sont rapportées à l'espace physique de l'école. Même pendant la pandémie, ils voudraient connecter les écoles à l'Internet, mais l'école, elle n'était pas utilisée pendant cette période. Donc, il y a un manque de connexion avec le demande réel de ce processus, avec ce qui est proposé. Encore un autre point que je dirais qui est important, que la plupart des politiques au Brésil sont proposées par le pouvoir exécutif, donc elles sont très associées à chacun des gouvernements. Lorsqu'un gouvernement arrive à sa fin, il n'y a pas nécessairement une continuité et les objectifs ne sont pas implémentés comme une politique législative qui soit constante dans l'État, comme une institution. Pour cela, il y a une discontinuité. Et cette grande discontinuité des politiques au Brésil, c'est quelque chose qui pourrait transformer cela, c'est peut-être les politiques proposées d'une forme consistante pour se prolonger au fil du temps et passer par des révisions, bien sûr, parce que selon la réalité technologique, selon le demande, elles ont besoin d'être revues. Et je réfléchis aussi, quand elle nous dit de la migration vers la télévision lorsqu'il n'y a pas des conditions d'utilisation d'ordinateurs et d'Internet pour accéder à l'éducation. Nous avons des données qui montrent qu'en Amérique latine, l'enseignement à distance, elle se passait déjà en Amérique latine à travers la télévision, exactement à cause de ce déficit d'accès à l'Internet ou l'enseignement à distance à travers les télécours. C'était déjà une donnée que nous avions à propos de cet enseignement à distance. Eu acredito também muito nessa ideia de que a Et je crois tecnologia aussi qu'à l'idée de ce que la technologie n'est pas neutre, il faut penser critiquement de comment on va se donner cet accès et non connecter seulement l'école, les étudiants et les professeurs sans réfléchir, sans penser à ses capacités, ses compétences que Fabrice a cité par exemple, de pouvoir se communiquer, pouvoir s'informer de façon adéquate, pouvoir opérer, pouvoir ne pas reproduire les mêmes formats du présentiel en profitant de toutes les possibilités que l'enseignement à travers les technologies, ils ont d'avoir des choses comme ça, de nouveaux formats de participation. Pour qu'ils puissent fonctionner, il faut réfléchir à de nouveaux modèles qui vont au-delà de penser seulement à l'accès et penser beaucoup à la médiation et aussi à l'inclusion numérique. Le principal message, c'est celui-là, avoir c'est le rôle de la société civile, du tiers secteur, faire émerger les discussions sur ces thèmes, un dialogue avec celui qui recherche, qui étudie, qui agit, qui prend des décisions sur l'éducation pour avoir cette vision intégrée, pour qu'il n'y ait pas un secteur qui ne va réfléchir qu'à la tendance technologique, politiques qui seront prises par rapport à l'éducation et des politiques qui ne vont pas répondre aux demandes, qui ne sont pas intégrées à ceux qui sont corrigés. Et la nécessité d'une continuité avec une politique plus de la partie de l'État et pas attachée au gouvernement qui vont produire des politiques discontinues et déconnectées.
C'était une grande angoisse que nous avons eue pendant les enquêtes de pouvoir voir comment cela ne se passe pas. Donc, c'est juste avoir cet espoir de pouvoir avoir à travers les discussions, de faire émerger cela, pouvoir étudier, discuter cela et transformer enfin cette réalité. Obrigado aí pela contribuição, né, e pela fala. Alexia, a palavra Alexia, Laïs, merci beaucoup de tout ce que vous avez dit. Je vous remercie des questions, le dialogue, cette possibilité de pouvoir échanger. J'ai noté tant de choses, mais je vais essayer de synthétiser beaucoup. La première chose que je veux commencer, c'est que Laïs a dit, cette question de la discontinuité des politiques. Actuellement, malheureusement, on vit plus qu'une discontinuité. On passe par un démantèlement sans avoir beaucoup de propositions pour mettre des choses en place. Donc, nous pouvons voir le vote dans l'Assemblée pour l'utiliser, le fonds qui existe pour au moins pouvoir équiper les écoles, au moins pouvoir améliorer la connexion d'Internet et sûrement, c'est vraiment pas un donné très important, initial et très important. Et tout cela est arrêté, rien ne se passe. Bien sûr, qui n'est pas seulement par l'incompétence. C'est un projet du gouvernement de vider les politiques publiques. En plus, on parle ici de formation pour l'utilisation éthique et responsable de l'Internet. Et on a un gouvernement qui, en mélangeant ce qui est réseau public avec ce qui est réseau privé, deux gouverneurs, des représentants des élus, ils font tout un processus de désinformation de la population, de négationnisme, qui a beaucoup augmenté le nombre de morts au Brésil de façon exponentielle. Les raisons ont beaucoup été utilisées pour cela par le gouvernement, par les élus. C'est un projet de démantèlement de ce qu'est la politique publique et de désinformation. Et un peu, faisons cette confusion entre ce qui est le réseau socio-privé ou public. Là, c'est un point important. Et pour cela, nous devons même, d'une certaine manière, nous mobiliser comme nous nous mobilisons actuellement. Il n'y a rien qui sera discuté à l'Assemblée, dans l'Assemblée, qui ne soit pas nécessaire de notre organisation pour donner notre avis, pour essayer d'arriver aux conseillers du Conseil national d'éducation, même le législatif, pour pouvoir dialoguer. Encore un problème que j'aperçois depuis 2016 au Brésil, qui est comme je parle au niveau fédéral, là, comment nos organismes de gestion et d'administration ne s'inquiètent pas de dialoguer avec les recherches que nous faisons. Donc, par exemple, Laïs, elle nous a apporté beaucoup de données très importantes à réfléchir sur ces politiques. Tout ce que je vous ai dit là, est basé sur des recherches qui ont été faites, sur des actions qu'on a fait auprès des écoles micro, mais on a pu étendre un peu plus après. Il n'y a pas de dialogue avec ces connaissances faites pour les chercheurs, aussi bien de l'éducation élémentaire que de l'enseignement supérieur. Depuis 2016 au Brésil, les politiques publiques, et bien sûr par rapport à l'insertion des technologies numériques, ça c'est très fort, ne considèrent pas ces connaissances accumulées. Je vais donner un exemple très actuel qui est la proposition de résolution d'enseignement hybride du Conseil national de l'éducation. Le Conseil national de l'éducation a jeté comme ça, au hasard, à une consultation publique qui a duré 10 jours ou 15 jours. On n'a même pas eu le temps de se mobiliser, mais on a pu quand même le faire. C'était à la fin d'une année pandémique d'éducation, tout le monde surchargé, épuisé. On a encore eu le temps pour lire, etc. Vous pouvez entrer sur le site de l'ANPED. Il y a là-bas de bonnes analyses faites par deux groupes de recherche de l'ANPED, notre association de post-formation en éducation, qui montrait comment
la proposition d'enseignement hybride qui passe par le Conseil national, comment cette proposition ferme les yeux à tout ce qui s'est passé pendant la pandémie, à toutes ces données que l'AIS a pu recueillir, par exemple, collecter, pardon, les données de notre comité gestionnaire d'Internet qui montrent la question de l'exclusion numérique. À propos de la connexion ou des équipements, nos écoles, elles ont des équipements obsolètes avec une Internet qui ne sert qu'à l'administration. Nos écoles publiques n'ont pas une connexion Internet qui va rendre compte de tous les usagers qui veulent accéder. Elle sert au secteur administratif. Ce sont des données qui existent. Le Conseil national d'éducation fait une proposition d'enseignement hybride comme si tout était un parfait fonctionnement, comme si tout le monde était formé juste parce que pendant 2 ans, on a essayé avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de décence, garder l'enseignement à distance pour garder de façon minimale, garder l'éducation de nos étudiants. Mais si on analyse bien, si on discute avec n'importe quel professeur, Fabrice est là, moi j'ai des professeurs ici, de l'éducation élémentaire aussi, la frustration est énorme, le sens que j'ai beaucoup travaillé, mais qui n'a pas eu beaucoup de faits. Nous avons beaucoup fait, mais ça a été très peu effectif. Combien d'enfants et d'adolescents ne sont pas retournés à l'école, même aujourd'hui? Nous demandons à chacun dans sa maison et le Conseil national d'éducation fait une proposition d'enseignement hybride comme si tout était très bien réussi. L'enseignement à distance pendant la pandémie. Il ne considère pas de données qui ont été collectées, les recherches menées et la formation des professeurs et des étudiants. Ici, je vais faire une liaison avec ce que Renata a écrit ici. Comment profiter meilleur de cette période de pandémie, faisant que les élèves et les étudiants puissent avancer dans l'immersion numérique. Je ne sais pas si on doit avancer sur l'immersion numérique. J'allais citer une auteure que j'aime beaucoup, elle est anthropologue, elle n'est même pas du métier de l'éducation. Elle est argentine, je crois qu'elle travaille à la fédérale du Rio de Janeiro, une université publique. Ana Paula Sibilia, et elle a un livre qui s'appelle « Entre le réseau et le mur, l'école en temps d'immersion ». C'est quelque chose comme ça, j'ai oublié le sous-titre. En temps de dispersion, l'école en temps de dispersion. Mais elle parle de cela. Il n'y a pas comment ne pas réfléchir l'éducation scolaire sans déconnecter de cette société hyper connectée où nous vivons, immergé dans le monde numérique, même si on ne le veut pas, même si je ne suis pas quelqu'un inclus numériquement, même pour le matériel, j'ai besoin du numérique pour recevoir l'argent que le gouvernement va me donner pendant la pandémie. Le gouvernement ne réfléchit même pas à cela. C'est encore un autre problème. Les personnes, elles n'avaient pas accès à leurs droits et à faire leurs demandes parce qu'elles n'avaient pas l'accès à Internet. Même si on ne veut pas, on est immergé. Et par le Sibylle, elle dit qu'on ne peut pas fuir. Mais la fonction de l'école pour être ce noyau critique, c'était de retenir le flux. Le flux. Pour elle, comme le personne du Val du Silice fait. Ils ne laissent même pas les élèves à l'école, sans accès à l'écran. Ils veulent une école sans écran parce qu'ils savent que l'immersion est déjà très grande. Ce n'est pas même cela, mais garder le flux. Pourquoi? Pour savoir comment fonctionnent les algorithmes, pour comprendre comment l'information que la personne pense qu'ils ont accès à tout ce qui existe. Il n'est pas. Il y a des algorithmes qui font de conseils. J'ai beaucoup aimé Thaïs, ta matière sur le iris, votre matière sur les algorithmes, très important pour utiliser même dans nos conversations, dans la pédagogie, pour la formation des professeurs. Comment on va profiter de cela? C'est pas avancer dans l'immersion, mais je crois que le rôle de l'école est de garder un peu le flux de cette immersion, pas pour la nier, c'est pas cela, mais on ne pourra pas penser critiquement sur cela pour nous insérer de façon critique,
Si on s'arrête un peu et si on prend un peu de distance, je vais citer encore une autre auteure ici, que je conseille pour la lecture, qui est la Lúcia Santaella, une chercheuse de linguistique au Brésil, qui travaille le lecteur. Et aujourd'hui, nous avons le lecteur du Bicus. Ce sont les lecteurs qui ne retiennent pas le flux, mais qui ont beaucoup d'autres qualités. Et à Santaella, donc, elle parle que nous devons développer à l'école le lecteur hybride, qui est le lecteur qui a cette habileté, qui est le lecteur immersé, mais qui récupère aussi les habiletés du lecteur contemplatif, qui va garder un peu le flux pour réfléchir un peu. Donc, je pense qu'en vérité, Renate, on ne doit pas avancer sur l'immersion. On doit avancer sur la réflexion critique de ce que signifie cette immersion et pour pouvoir décider nos chemins d'immersion, pensons aussi à l'action des algorithmes si fort aujourd'hui. Une chose, c'est pas avancer, c'est retourner 3 pas. Les écoles au Brésil, j'étais contente quand Anna nous a dit qu'en France, que même s'il y a eu un embouteillage, vous avez utilisé des plateformes. J'ai compris qu'il y avait un investissement public. Non, Anna, nous au Brésil, l'université publique et l'éducation publique, nous nous soumettons au nom du gratuit, sans comprendre que le gratuit n'est pas gratuit, à des partenariats avec Google et Microsoft. Donc aujourd'hui, nos écoles de l'éducation élémentaire et supérieure, elles sont toutes surveillées par l'intelligence artificielle du Google et de la Microsoft, surtout de Google. Ça, c'est très sérieux. Donc, on doit prendre ces pas de la pandémie, faire 10 pas en arrière pour nous dire, oh, ce n'est pas la solution, c'est un problème. Donc, nous avons besoin d'investir en technologie publique, des codes ouverts et souveraines, technologie souveraine, parce que nos données sont dans des nuages qui ne sont pas nationaux, des nuages qui sont à l'étranger et sur le domaine de quelqu'un qui n'a pas la responsabilité. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vais parler juste rapidement sur le nouveau lycée. Il y a un mouvement organisé par la campagne droit à l'éducation, etc., qui a des transgressions de la proposition du nouveau lycée et qui est de demander, revendiquer et exiger du législatif et du Conseil national qu'il ne soit pas rendu effectif. Je demande une transgression, une subversion, parce que ce n'est pas la proposition d'éducation que nous croyons. Non, par rapport au nouveau lycée, c'est la transgression. C'est difficile, mais il faut continuer à essayer. Et sur le AD, éducation à distance, je serai très bref ici, mais actuellement, si on a accès aux technologies numériques, étudier à distance, étant une éducation à distance organisée, non à vendre des cours, mais pour former des professionnels, elle peut être une éducation en ligne et non à distance. Et dans l'éducation en ligne, on n'est pas seul, on n'est pas isolé. On a toute une interaction rendue possible par les écrans, synchrone et asynchrone. Donc, c'est une question méthodologique et pédagogique et qui aussi, on a des rencontres présentielles, mais l'éducation à distance au Brésil, la EAD, elle est beaucoup plus réfléchie par rapport aux paramètres de l'éducation à distance du marché qui n'est pas inquiète de cette interaction en ligne, mais on a des projets d'éducation à distance publique qui sont très intéressants. Pas plus intéressants à cause du manque de ressources, parce qu'il y a un démantèlement. Pardon, j'ai beaucoup parlé, mais il y avait beaucoup de choses. Pardon. Merci beaucoup. Relevantes e muito importantes nesse cenário. Non, ce sont des considérations très importantes. Vous apportez un dialogue avec le discours qui sont très, très importants. Je renforce ici, comme professeur, agissant dans l'éducation élémentaire, dans les classes, il est très important de relever ces aspects qui apparemment seraient distants de la réalité du professeur, mais que de loin n'en sont pas. Donc, c'est une exposition qui me rend très, très content. Et je crois que tout le monde qui nous accompagne ici a pu profiter aussi. On va
écouter par dernier Anna avec son dialogue, avec tout ce qui a été dit et aux questions qui ont été soulevées. Oui, merci à nouveau. Oui, sur l'hybridation, moi, voilà, en tant qu'utilisatrice, en tant que télétravailleuse, dans ma petite province, puisque j'ai quitté Paris depuis 1 an et demi, et je trouve ça formidable, l'hybridation, de pouvoir travailler à distance, de pouvoir se former à distance, de former des gens à distance. Et pour les élèves, mais les élèves grands, c'est très intéressant et ça restera, je pense, maintenant comme un moyen complémentaire. Ce qui s'est passé dans le fait qu'il y ait des fermetures donc des écoles et des établissements pendant le confinement, c'est qu'il y avait un grand besoin, quel que soit l'âge des élèves, de retrouvailles, de socialisation, d'interaction en vrai, de regard, de toucher, même s'il fallait garder ses distances. Enfin, les enfants se sont touchés, ont commencé à jouer, et aussi de culture physique, de sport, de faire de jouer, d'avoir vraiment ce sens du collectif qui a donné et qui va donner encore de nombreuses difficultés psychologiques aux enfants autant qu'aux adultes sur ces longues périodes d'absence de copains, de camarades, etc. Donc, non, on ne va pas remplacer les enseignants parce qu'il y a un déploiement de l'hybridation. C'est un moyen intéressant, c'est un moyen qui permet d'autres choses. Il y a pas mal de solutions d'animation, d'interaction, de gaming qui s'est déployé encore plus que ça ne l'était. Nous appelons ça des jeux sérieux. Il y a eu beaucoup de créativité. J'ai peut-être donné un regard, une analyse un peu noircie, mais c'est la réalité. Il y a eu 8 à 5%, mais surtout 8% nationalement d'enfants qui ont décroché, dont on n'avait pas de nouvelles sur 12 millions d'élèves. Ça fait presque 1 million, voire plus. Donc, c'est pour ça que j'étais obligée de vous décrire aussi la situation comme elle s'est passée. Et ceux qui étaient décrocheurs, ben, ça ne s'est pas arrangé évidemment avec cette situation. Donc, la question de l'hybridation, c'est quelle autonomie, comment on apprend, on enseigne de la méthodologie dans son travail scolaire dès le plus jeune âge pour arriver à l'université en capacité d'être autonome, pour être au lycée déjà en capacité d'être autonome. Et donc, l'hybridation, elle est possible que s'il y a un socle fort de compétences, un socle de savoir, un socle de culture générale qui fait que l'hybridation, elle est possible. Parce que sinon, ça va être n'importe quoi. Et je voudrais revenir donc sur plusieurs choses que vous aviez évoquées. Quand je disais les plateformes publiques, ça s'appelle des espaces numériques de travail, c'est des ENT qui ont été déployés par l'éducation nationale, mais qui sont payés, financés par les collectivités. Et donc, il y a eu là aussi, c'est public, mais ça a été développé par des acteurs privés. Alors, ce n'est pas les GAFAM, mais c'est des acteurs privés. Et il y a aussi la volonté en France de valoriser, de déployer ce qu'on appelle la EdTech, l'éducation technologique, c'est-à-dire les acteurs privés du déploiement de différentes solutions, plateformes, applications autour de l'éducation, qui est très, très développée dans les pays anglo-saxons, qui l'est en cours en France, mais il y a aussi ce jeu aussi de dire il faut évidemment une force publique et une garantie de la donnée des élèves, ce qui a été aussi un gros enjeu pendant le confinement, mais les acteurs privés voilà, n'étaient pas toujours très attentifs avant la réglementation de la protection des données depuis 2018 en Europe. Et évidemment, pendant le confinement, enfin évidemment, hélas, quand quelque chose ne marche pas, ben, tout de suite, on se retourne vers YouTube, Discord, les enseignants sont beaucoup passés par Zoom, etc., etc. Donc, on va vers la facilité, mais parce que on ne connaît pas. Il y avait aussi une méconnaissance de tout ce qu'avait déjà déployé le ministère. Et dans leur formation, il y avait des lacunes et des carences là-dessus. Donc, au moins, dans tout ce qui a permis cette problématique des inégalités, c'est que
en automne 2020, le ministère a proposé donc des états généraux du numérique éducatif. Et ça a été un moment de contribution, d'échange, de présentation des travaux des différents laboratoires universitaires sur des retours d'expérience qui a, comme je vous disais, montré beaucoup de créativité à de nombreux endroits, beaucoup d'échanges entre enseignants avec, même sur des smartphones, ils ont fait des choses, etc. D'autres avaient plus de possibilités de connexion. Certains enseignants étaient déjà bien formés et compétents pour donner des conseils à leurs collègues, etc. Mais à d'autres endroits, ça a été beaucoup plus compliqué. Et donc, le ministère, à la suite de ces états généraux, a sorti 40 préconisations. Évidemment, sur ces 40 préconisations, alors réparties à différents grands items, sur la question de la gouvernance aussi, hein, comme je disais, l'État, les collectivités, les représentants des familles, les syndicats enseignants, les élèves, tous les acteurs associatifs autour de l'école, toutes ces personnes sont des acteurs importants qu'il faut rassembler régulièrement sur ces questions éducatives et cette question de formation commune au numérique pour pouvoir pallier à ces inégalités. Donc, ces états généraux du numérique, dans un cadre aussi d'un plan de relance qui a permis beaucoup de moyens et qui continue avec pas mal de moyens, enfin pas mal, c'est des gros moyens, à déployer territoire par territoire, ce qu'on appelle les territoires du numérique éducatif. Donc, il y a 2 territoires pilotes. Quand on dit territoire, c'est une échelle d'un département. Maintenant, il y en a 10 qui sont en cours cette année. Donc, ces départements, donc avec écoles et collèges, vont pouvoir avoir une attention particulière de formation, un kit pédagogique, des formations proposées aux familles. Voilà, il y a toute une série de choses et ça va être là aussi évalué que dans 1, 2 ou 3 années pour voir vraiment si cette concentration sur des territoires pilotes va permettre vraiment une évolution plus égalitaire de formation, d'accès et de maîtrise, hein, puisqu'on est vraiment sur la question de la maîtrise du numérique. Donc ensuite, il y a évidemment des tas de notions sur la data, sur la donnée. Donc, le gouvernement et le ministère s'est attelé à beaucoup de réformes concernant la protection des données des élèves et la facilité d'accéder avec un système qui s'appelle France Connect pour vous connecter dans vos plateformes administratives avec un seul code. Et maintenant, il le déploie pour tous les espaces éducatifs, de l'accès aux notes, de l'accès à son dossier scolaire, etc. Donc, c'est une garantie publique de protection de la donnée et de respect de l'identité numérique. Il y a des financements pour les écoles rurales avec des appels à projets. Hein. Chaque fois qu'il y a financement par l'État, c'est à travers des appels à projets. Donc, ça n'est pas accessible à tout le monde. Il n'y a pas assez de moyens pour tout le monde. Il y a toute la question du référentiel de compétences. Donc, il y a une plateforme qui a été développée par des Français qui s'appelle PIX et qui permet de s'auto-évaluer et ça permet de faire passer un examen à la sortie du collège et à la sortie du lycée pour une évaluation des compétences numériques. Et c'est déployé maintenant aussi dans le monde du travail. Nous l'utilisons aussi pour la médiation au numérique pour former les médiateurs. Et c'est une plateforme PIX qui est vraiment formidable et qui a été validée par le ministère de l'Éducation nationale pour… donc, vous et moi, vous pouvez vous entraîner n'importe quel moment et au sein des établissements, on fait passer et on donne cette certification PIX pour permettre d'évaluer selon l'âge de l'élève ses compétences numériques et ça monte en grade évidemment selon son âge. Donc il y a tous ces espaces plus sécurisés maintenant sur les questions donc, des données, la volonté de
de répartir de manière beaucoup plus égalitaire donc l'accès, la connexion dans tous les établissements, qu'ils soient en zone montagnarde, qu'ils soient en zone rurale peu habitée, etc. Donc, on avance tout doucement. La question de la formation des enseignants n'est pas encore optimum, mais on sait qu'il y a tous ces jeunes enseignants qui sont en passe de passer ces examens et qui ont cette formation maintenant incontournable au numérique. Dans la réalité, là aussi, je parle de ma famille, il y a des jeunes enseignants, ça n'est pas encore totalement le cas, même s'il y a une formation, ce n'est pas suffisant, il y a besoin d'être accompagné en fait. On ne peut pas laisser l'enseignant sous prétexte qu'il a suivi des cours, d'être devant sa classe et de savoir immédiatement, pas simplement dans des conditions de confinement, mais même devant sa classe, avec un outil et se préparer avec une séquence pédagogique avec tel ou tel outil, on est encore loin de cette fluidité pour l'ensemble des jeunes enseignants qui apprennent déjà un métier compliqué, complexe, et le numérique va les aider s'ils travaillent chez eux, c'est évident, ils sont nés avec, mais ce qui est devant la classe est encore une autre difficulté. Pour ce qui est de je voulais dire sur la télévision et l'accès à des programmes, ça n'est plus le cas maintenant. C'était essentiellement pour le confinement. Hein, donc, il n'y a plus de programme. Enfin, il y a cet accès en ligne, mais qui nécessite donc une connexion et un ordinateur. Mais c'était exceptionnel pour la période du confinement et cette difficulté qu'ont rencontré beaucoup de familles pour avoir un ordinateur. Hein. Beaucoup de collectivités et d'associations ont prêté des ordinateurs ou donné des ordinateurs à des familles qui n'avaient rien du tout, qui avaient juste un smartphone pour 4 élèves, 4 enfants dans la même maison, etc. Et donc, tout ça est aussi pris en compte par souvent des acteurs très de proximité. Excelente, Ana. Obrigado aí por Merci beaucoup, Anna. Merci de vos mots, de vos contributions. Vous apportez des contributions qui sont proches de questions que nous vivons ici au Brésil. Quand vous parlez de cette difficulté du contact social entre les enfants et les adolescents, les impacts qu'ils vont provoquer, nous sommes dans l'école très inquiets de cette question-là au Brésil. C'est une inquiétation en France aussi pour ce que vous avez dit. Vous parlez aussi une chose très forte pour moi, qui est la demande d'une gestion partagée des processus éducatifs, de la participation démocratique, de la représentation et le dialogue avec les acteurs concernés. Une proposition qui passe pour cela. L'évaluation que je fais ici au Brésil du point de vue légal, on a marché un peu sur la gestion démocratique, mais en pratique, cela s'est peu matérialisé. Nous avons encore des structures très fragiles auprès des écoles dans l'espace des prises de décision des municipalités, des États et de la fédération. C'est quelque chose que nous devons consolider et faire signal en avenir. Par rapport à cela, il me semble quelque chose de très intéressant, mais il y a des lacunes. Et vous allez parler à la fin, une chose qui m'attire beaucoup l'attention, ce regard sur le professeur, qui va au-delà d'offrir une possibilité de formation ponctuelle, de penser à ses habiletés pour qu'elles puissent se développer et se consolider. Il faut avoir un suivi qui est très en ligne à ce que l'AIS vient discuter avec les politiques publiques. Si on n'a pas de politique publique, de voir un processus comme un processus continu, il sera difficile d'avoir en pratique ces suivis de façon efficace et efficiente. Réfléchir à ces parallèles entre la France et le Brésil va nous aider à réfléchir beaucoup à nos problèmes, mais aussi va nous guider et nous mener à réfléchir sur nos priorités. Je crois que vous parlez un peu de cela, Anna, cette question de la continuité, la question de la gestion démocratique, un regard vers l'école qui va considérer les sujets qui sont entourés d'une certaine manière. Ce que je peux m'apercevoir de ce qui a été dit ici dans cette table, ce sont des priorités dans un cadre éducationnel et qui a traversé un moment de crise extrême. On a dépassé un peu l'horaire. Il est 6h25 au Brésil. En France, il est déjà, je ne sais pas quelle heure. Donc, on a besoin de clore aujourd'hui.
je crois que vous, Anna, Alexia et Laïs, que vous aurez aimé cette conversation, qu'on ait pu marcher. Les personnes qui nous ont écoutés, j'espère que ce soit a été productif. Je voudrais vous rappeler que ce débat que nous finissons maintenant, il fait partie d'un cycle de débat. Donc, nous avons eu 2 tables avant celle-là. Si vous avez l'intérêt, il vaut la peine de consulter. On va avoir encore un débat demain sur les questions de l'environnement et de l'univers numérique. Je vous invite à tous à suivre ce débat. Et demain, on va avoir aussi un atelier de sécurité numérique, un thème qui est apparu ici très fortement, surtout dans l'espace éducatif. Il est très important cela. Professeurs, étudiants, enseignants, et tout le monde qui s'intéresse, cet atelier sera vraiment très intéressant. Pour finir, je vous remercie à toutes et à tous, aux invités, à toute l'équipe. Le programme complet de l'événement, vous allez rencontrer sur le site de l'Internet sans frontières et de l'Alliance française, qui sont les institutions qui encouragent ce débat et ces échanges. Merci beaucoup. Je vous vois bientôt. À plus.